Nous allons maintenant faire la deuxième partie de l'étude des réactions d'oxydoréduction en solution. Donc pour cela, on va continuer, on s'était arrêté au diagramme de Latimer. Maintenant, on va passer au diagramme de Frost. En fait, le diagramme de Frost reprend quelque part le principe de celui de Latimer, c'est-à-dire qu'il se rapporte aux divers degrés d'oxydation d'un élément pour un pH donné. Oui, ceci est une précision parce que en fonction des pH, on va avoir des valeurs des E0 différents. Et donc, il rajoute au diagramme de Latimer la dimension. Donc, le diagramme de Latimer, c'était un axe. Là, on va avoir un plan avec un abscisse et une ordonnée. Donc, en abscisse, on va porter le degré d'oxydation de l'élément. Et en ordonnée, on mettra les NE0 cumulés de chaque couple. Alors ici, avant d'aller plus loin, je vous propose de retenir que pour construire ce couple, pour construire ces points, il faut en fixer un qui servira de référence. La plupart du temps, on va se situer à 0, 0 pour le corps simple, c'est-à-dire le degré d'oxydation 0 de l'élément. Et donc, on reprend, dans le diagramme de Frost, on va reprendre les E0 déjà utilisés pour le manganèse de manière à comprendre ceci. Je vous ai mis ici les valeurs des E0 telles qu'on les avait mentionnées précédemment. Et puis ici, je vais faire le graphique. Vous voyez que vous avez les degrés d'oxydation, 0 pour Mn, 2 pour Mn2+, 3 pour Mn3+, 4 pour MnO2, 6 pour MnO4 et 7 pour MnO4-. Et ici, donc, le premier point, le Mn, je vais le poser, et puis en ordonnée, j'ai mis V comme ceci pour des volts, et le premier point, le Mn, je vais le poser à 0. Et le point Mn, le point représentatif de Mn2+, je vais le poser à 2,36. Pourquoi 2,36? Eh bien tout simplement parce que 2,36 c'est 2 fois 1,18 qui est le potentiel du couple Mn2+, Mn. Ensuite, eh bien, pour passer à Mn3+, vous voyez, vous pouvez anticiper un petit peu sur ce que je vais vous raconter. Pour Mn3+, je vais rajouter, j'ai un électron, un seul électron pour passer de Mn3+ à Mn2+, donc je vais rajouter 1,51. Et donc ici, je vais passer à 3,87, c'est-à-dire 3,87, c'est bien 2,36 plus 1,51. Ensuite, eh bien, pour passer de Mn3+ à MnO2, encore une fois un seul électron, donc je vais rajouter 0,96 et donc vous voyez que pour passer de 3 à 4, je vais passer donc de 3,87 à 4,83. Vous voyez comment 4,83 égale 3,87 plus 0,96. Ensuite, là, je vais faire un grand bond parce que pour passer de MnO2 à MnO4 de moins degré d'oxydation plus 6, il me faut 2 électrons. 2 électrons, ça veut dire que je vais devoir rajouter au 4,83 les 2 fois 2,26. Comme ceci, 9,35 égale 4,83 plus 2 fois 2,26. Et enfin, pour passer de MnO4 de moins à MnO4-, un seul électron. Et donc ici, je vais avoir 9,93 en faisant 9,93 en faisant 9,35 plus 0,58. On est bien d'accord, vous avez bien compris le système. Et maintenant que l'on a construit ceci, eh bien je vous propose de regarder les propriétés essentielles de ce diagramme de Frost. La pente d'un segment est égale à E0 du couple qu'il réunit, puisque par définition, on a pris un delta Y égal à n fois le E0. Donc le delta Y, c'est n fois E0, et le delta N et le delta X en abscisse, c'est N. Donc on va avoir E0. Donc ce que je vous dis, c'est que lorsque j'ai ceci, eh bien, pour déterminer le E0 d'un couple avec deux éléments, deux composés non consécutifs, eh bien, j'aurai tout simplement calculé la pente du segment qui joint ces deux points. Et par exemple, le couple MnO4- MnO2+, si vous voulez revenir en arrière, vous pourrez vérifier que pour MnO4-,
on va avoir l'abscisse, c'est 7, et l'ordonnée, c'est 9,93. Et pour Mn2+, l'abscisse, c'est 2, l'ordonnée, c'est 2,36. Donc, pour avoir le E0 de ce couple-là, eh bien, je vais faire delta Y sur delta X. Delta Y, c'est 9,93 moins 2,36. Delta X, c'est 7 moins 2, ce qui me fait donc 1,51 volts. C'est bien le E0 du couple MnO4- Mn2+. Ainsi, ce qu'on peut facilement prévoir, c'est que des points alignés correspondent à des espèces dont les couples ont des potentiels égaux. C'est rarement parfaitement aligné, donc s'ils sont presque alignés, on va dire que c'est des E0 très voisins. Et donc, ces espèces peuvent coexister. Mais très souvent, on va avoir des accidents, deux types d'accidents. En fait, quand je dis accident, ça n'est rien de grave, mais deux types de situations où on n'a pas d'alignement. Donc, ce que je vous propose de voir maintenant. Ici, vous voyez que si j'avais aligné, si les 3 points Mn2+, Mn3+, et Mno2 avaient été alignés, Mn3+, serait plus bas que ce qu'il est. Donc ici, on peut prévoir que le potentiel du couple le plus important, le E0 le plus important, ça va être pour Mn3+, Mn2+. Ensuite, le potentiel suivant, ça va être MnO2, Mn2+, et le dernier, celui qui a la pente la plus faible, c'est MnO2, Mn3+, comme ceci. Donc, voilà l'ordre des potentiels que je vous propose de mentionner comme ceci. Et là, ce que je vous dis, c'est que si je mets du Mn3+ en solution, il ne pourra pas exister, c'est-à-dire que Mn3+ va donner lieu à ce qu'on appelle une réaction de dismutation, c'est-à-dire qu'il va se transformer, le degré d'oxydation 3 va se transformer en degré d'oxydation 2 et degré d'oxydation 4. C'est ce qu'on appelle la dismutation. Vous voyez, ce que je vous écris ici, c'est que 2Mn3+, plus 2H2O, donne MnO2 plus Mn2+, plus 4H+. Ici, je vous ai écrit directement la réaction bilan. J'aurais pu ou dû, mais ça je vous le laisse faire en exercice, écrire les deux réactions, les deux demi-réactions, c'est-à-dire Mn3+, donne Mn2+ d'un côté, et MnO2 donne Mn3+, de l'autre, et puis inversé. Bien. Donc tout ça, vous auriez pu le faire, vous savez le faire, ou en tous les cas, si vous ne savez pas vraiment, il faut vous y entraîner. Et puis l'autre côté, l'autre possibilité, c'est que le point intermédiaire soit trop bas. Vous voyez bien que soit trop bas par rapport à un alignement idéal, bien entendu. Donc ici, vous voyez que MnO2, pour aligner les points, il aurait fallu que MnO2 soit plus haut. Et donc ici, eh bien, l'ordre des potentiels, le plus élevé, c'est MnO4- Mno2. Vous voyez, c'est la pente la plus forte. Ensuite, eh bien, on va avoir MnO4- Mn3+, et le dernier, ça va être MnO2, Mn3+. Donc l'ordre des potentiels, le voilà. Et donc ici, je vous l'ai porté comme ceci. Là, ce que je vous dis, c'est que Mn3+ et MnO4- ne peuvent pas exister parce que ne peuvent pas coexister, parce que Mn3+ c'est le réducteur le plus fort, et c'est l'oxydant le plus fort, et MnO4- c'est le réducteur le plus fort. Et donc, si on les mélange, ils vont réagir comme ceci. Là aussi, je vous ai écrit la réaction correctement pondérée, avec les coefficients tels qu'ils doivent être. Je ne rentre pas plus dans le détail. Ce que je vous dis en revanche, c'est que cette opération qui consiste à passer de deux espèces avec des degrés d'oxydation différents à une espèce unique avec donc un seul degré d'oxydation, eh bien c'est ce qu'on appelle une opération de médiamutation. Maintenant, on va passer à la description de quelques types d'électrodes, et donc ce que j'appellerais une électrode, c'est en fait une demi-pile, c'est-à-dire que pour constituer une pile, il faudra relier deux électrodes avec un circuit bien entendu électrique. Et pour chaque électrode, ce que l'on va faire, c'est une description
assez complète, le plus complète possible. On dira en quoi est constitué le barreau, en quoi il doit être constitué, le barreau qui plonge dans la solution, et puis ce qui est dans la solution et éventuellement si on a un gaz dans le milieu. Et donc, on écrira la réaction dans l'électrode et le siège, et toujours on écrira dans le sens de la réduction, parce que c'est dans le sens de la réduction qu'on peut poser la relation de Nernst qui en découle. On va commencer par les électrodes à gaz. Voilà le schéma, vous voyez que la solution est en gris, on va dire, j'espère que vous êtes d'accord avec moi sur la couleur grise. On a le barreau qui peut être en graphite ou en platine, c'est-à-dire un barreau totalement inerte qui reçoit les électrons et qui les transmet dans un sens ou dans l'autre. Le fil de cuivre qui est en rouge, comme ceci, ça c'est donc la demi-électrode. Vous voyez que vous avez une cloche. Ce que j'ai mentionné, c'est une cloche dans laquelle le gaz va être introduit par le tuyau qui arrive par la gauche, et ce gaz va faire un bulle à bulle et va descendre sous la cloche et remonter dans la solution. Et donc, bien entendu, finir par sortir de la cuve, comme on peut l'imaginer. Le gaz va buller, en quelque sorte, comme ceci. Et donc, ici, la solution va contenir la forme oxydée ou la forme réduite, et le gaz sera l'autre forme. Ici, on a deux possibilités. Je vous propose d'imaginer que le gaz soit Cl2. Alors, la réaction qui va se dérouler, c'est Cl2 plus 2 électrons donne 2 Cl-. On a donc du Cl- en solution. Si on n'en a pas au début, on en a très vite puisqu'il s'en forme. Et le potentiel standard, le potentiel de Nernst va être E1 égale E01 plus 0,06 sur 2 log de activité de la forme oxydée, c'est-à-dire pression de Cl2 exprimée en bar, et dessous, c'est l'activité de la forme réduite, c'est-à-dire Cl- en concentration et au carré, puisqu'on a le coefficient 2 devant. Et bien entendu, si le gaz est H2, plutôt à l'inverse du premier, si le gaz est H2, cette fois-ci, la forme gaz sera la forme réduite, alors qu'auparavant c'était la forme oxydée. Et donc ici, le E, ça va être E2 égale E02 plus 0,06 sur 2 de nouveau, log de, alors H plus carré, la forme oxydée, l'activité de la forme oxydée, c'est sa concentration au carré, dit en mol par litre, bien entendu, et pH2, puisque le gaz, son activité, c'est sa pression, et donc en barre, de manière à ne pas être obligé d'écrire le P0 au-dessous. E01 correspond au couple Cl2-Cl-, et bien entendu E02 au couple H+H2, comme ceci. Maintenant, on va mettre des électrodes à oxydoréduction. Alors, une électrode à oxydoréduction, c'est une électrode qui plonge, c'est un barreau qui plonge dans une solution qui contient à la fois la forme oxydée et la forme réduite. Donc ici, on va utiliser une plaque inerte. Je vous ai mis platine ou C, c'est-à-dire graphite. Et donc, la réaction d'électrode, ça va être celle-là. Et donc, la relation de Nernst va devenir E égale E0 du couple Oxred plus 0,06 sur N, N nombre d'électrons impliqués, log de, alors puisque cette fois-ci les espèces sont en solution, ça va être l'activité, ce seront les concentrations, Ox à la puissance A sur Red à la puissance B, puisque les coefficients de Ox et Red sont A et B. On va maintenant parler d'électrodes en métal avec un ion de ce métal. Ici, vous voyez, j'ai une électrode qui n'est plus en graphite, mais une électrode dans un métal qui va être capable de réagir. Et en solution, il y a du Mn+. Dans ce cas-là, la réaction d'électrones, écrite toujours sous la forme de la réduction, ça va être Mn+, plus N électrons donne M solide. Vous voyez que si une telle réaction se déroule, cela veut dire que sur l'électrode en métal, on va avoir un dépôt de métal. On va avoir, si au départ on a un barreau qui est bien lisse, bien propre,
au bout d'un moment que la réaction se déroule, on aura des petits dépôts des graines de métal, du même métal, qui se seront déposés. Si en revanche la réaction se déroule dans le sens de l'oxydation, eh bien on verra disparaître du métal du barreau métallique. Et la relation de Nernst, cette fois, ça va être E0 de Mn plus M plus 0,06 sur N log de concentration à Mn+, puisque Mn+, c'est donc l'espèce en solution, comme la forme oxydée, c'est l'espèce en solution, et la forme réduite, c'est un solide, donc son activité est égale à 1. On va maintenant parler, un peu plus compliqué, d'électrodes en métal, donc dans métal M, en contact avec un sel peu soluble d'un de ces ions. Et là, eh bien, si on a si le sel est peu soluble, eh bien, on va avoir la réaction de dissolution de MXN qui va être très partielle, avec le Ks qui nous est donné comme ceci. Donc Ks égale Mn que multiplie x moins à la puissance n. Ou encore Mn égale Ks sur x moins à la puissance n. Et donc là, on va pouvoir considérer deux réactions. La première des réactions, c'est de dire Mn fixe n électrons pour devenir M solide. Le potentiel par la relation de Nernst nous donne le potentiel E égale E0 du couple Mn plus M plus 0,06 sur N log de Mn+, comme on l'avait vu précédemment, sauf que cette fois-ci, Mn+, ça va être Ks sur x moins à la puissance n. Ou alors, on peut aussi considérer l'autre réaction, c'est-à-dire que c'est directement le sel qui réagit avec les électrons, qui fixe les électrons pour nous donner du M solide, et en revanche, va nous libérer Nx-. Et donc, à ce moment-là, le potentiel donné par la relation de Nernst, ce sera E' égale E0 Mxn M. Le couple qui intervient cette fois, c'est Mxn, le sel et le métal, plus 0,06 sur N, 1, puisque que ce soit la forme oxydée ou la forme réduite, elles ont une activité, ce sont des solides, ils ont donc une activité égale à 1, mais en revanche, on a le x moins à la puissance n qui apparaît au dénominateur comme ceci. Et donc, en identifiant les deux expressions, puisque en fait E égale E', que l'on écrive l'une ou l'autre des deux réactions, le potentiel de cette électrode ne sera pas modifié. On n'a pas la possibilité, en donnant une autre écriture, de modifier le potentiel d'une électrode. Et donc ici, si on identifie, vous voyez que vous avez finalement la première, quand vous remplacez Mn+, par Ks sur x moins à la puissance n, vous arrivez donc, là je vous le laisse réécrire tranquillement, vous arrivez donc à E0 de Mxn M égale E0 de Mn plus M plus 0,06 sur N log de Ks. Et on va maintenant passer aux piles. Alors les piles, tout ce que je vous ai dit pour l'instant a été écrit sous forme de réduction dans les potentiels d'électrodes de la relation de Nernst. Dans les faits, lorsqu'on a une réaction de réduction, on a parallèlement dans l'autre électrode une réaction d'oxydation, c'est-à-dire de libération d'électrons. Pour qu'une espèce soit réduite, il faut qu'elle reçoive des électrons, et ces électrons sont libérés par l'autre électrode. La cathode, donc, qui est le pôle plus, sera l'électrode sur laquelle se déroule la réduction, et l'anode, le siège de l'oxydation. Ça, on l'a déjà vu, je ne vais pas m'y attarder de trop. La force électromotrice à la pile est donnée par delta E égale E plus moins E moins. Et en fait, ce que je vous dis, c'est que E plus sera l'électrode qui va être au potentiel le plus élevé, et E moins sera l'inverse. Alors, on est bien d'accord, si on a une électrode qui est à 1,23 volts et une électrode qui est à 0,56 volts, le E- ce sera 0,56 volts, le E+, ce sera 1,23. Si on est à moins 0,12 volts pour l'une
et moins 0,55 pour l'autre, le plus sera moins 0,12, le moins ce sera 0,55. C'est le sens du mot relatif. Vous voyez, je vous ai mis potentiel relatif le plus élevé, donc c'est de ceci qu'il s'agit. La force électromotrice, bien entendu, sera la différence delta E égale E plus moins moins. On va maintenant passer au fonctionnement d'une pile. En fait, une pile, donc, comme on l'a vu précédemment, c'est la réunion de deux électrodes. Chacune d'elles va être dotée d'un potentiel, E, qui est de la forme donnée par la relation de Nernst, comme ceci. On l'a déjà vu, ceci. Et donc, bien entendu, si on a par exemple une des électrodes qui est un potentiel 1,25, un potentiel standard 1,25 et que l'autre est un potentiel standard moins 0,13, il y a de fortes chances pour que ce soit le couple qui est au potentiel standard 1,25 qui sera le pôle positif. Ça n'est pas garanti, mais ça va être le cas le plus fréquent. Et donc, ce que je vous dis, c'est que delta E, ça va être égal à E02 moins E01 plus 0,06 sur n log de OX2 sur RED2 et OX1 est en bas, RED1 est en haut, comme ceci. Et donc delta E0, vous voyez, j'ai tout simplement remplacé E02 moins E01 par delta E0 que l'on connaît, qu'on pourra directement utiliser comme ceci. Et donc, ce que l'on verra, c'est que quand on va traiter des exemples particuliers, au départ, on a par exemple E2 supérieur à E1, mais que progressivement, que se passe-t-il? On voit du OX2 qui est consommé et du RED2 qui apparaît, donc ce terme-là va diminuer. De l'autre côté, que du RED1 est consommé et du OX1 qui apparaît. Donc tout cela fait que le crochet qui est le log de crochet qui est là-dedans va fortement diminuer jusqu'au moment où, en définitive, on aura delta E égale 0. Et donc, cela revient à dire que delta E égale ceci à l'équilibre et que la pile aura cessé de fonctionner. La pile aura cessé de fonctionner lorsque le delta E sera égal à 0. Je vous propose maintenant de mentionner le cas où on a deux électrodes à oxydoréduction avec comme hypothèse que E01 est très supérieur à E02, donc la réaction à l'origine va se faire vers la formation de RED1, donc les électrons vont réduire OX1 pour devenir RED1, avec le potentiel qui est écrit, la relation de Nernst qui est appliquée, comme ceci, puisqu'on a des espèces en solution, l'activité c'est la concentration, mais en revanche, bien entendu, si l'électrode 1 reçoit les électrons, l'électrode 2 les libère, comme ceci. Et donc, on va avoir la pile lorsqu'elle fonctionne, elle met en œuvre la réaction que je vous ai mentionnée ici. Et on va avoir comme ceci les réactions qui vont pouvoir s'écrire, avec donc le delta E qui va nous être donné comme ça. Donc, et voilà à quoi on est rendu, avec K donc qui est égal à ceci. Je ne vous le lis pas, mais vous pouvez toujours faire un arrêt sur image et le lire à tête reposée. Et donc, lorsque la pile cesse de fonctionner, on a delta E égale 0, ou encore delta E0 égale 0,06 sur NEM, log de K, ce qui revient à dire qu'on peut déterminer K comme ceci. Ce que je vous propose pour terminer, c'est de calculer la quantité d'électricité que pourra débiter cette pile. Donc, vous avez vu, on a pu calculer K dans la réaction précédente. Et donc, à partir de là, ce que l'on peut facilement imaginer, c'est qu'on écrit la réaction, on écrit le bilan de matière, et connaissant K, on va pouvoir déterminer la quantité, on va pouvoir déterminer donc la variation, la quantité
X mol par litre de RED 1 consommé, MEX mol par litre, et donc à partir de là, la quantité d'électricité débitée pourra l'être très facilement. Donc si Ne c'est la quantité en mol d'électrons déplacés et V le volume de la solution, on a Ne égale MEX, c'est le nombre de moles d'électrons consommés, multiplié par V, comme ceci, et donc, ou bien NY multiplié par V. Et une mole d'électrons, on sait qu'elle représente 96 500 coulombs. Et donc, ceci met fin à la deuxième partie.